Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, chers étudiants et étudiantes, donc nous allons reprendre un peu le corrigé des séries TD, d'électrostatique. Donc, vous avez normalement deux ballons sphériques remplis d'hélium. Vous savez que l'hélium est plus léger que l'air. Sont chargés, nous ont la même charge, ces ballons de charge plus Q. Donc, sont suspendus, attachés par un fil de longueur 2L. Voilà. Donc, au milieu de ce fil-là, on va placer une masse, petit m. Donc, voilà, cette masse-là, elle a un poids, m fois g. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on demande? Donc, tel que chaque moitié de fil fait un angle avec l'angle alpha. Donc voilà, avec normalement l'horizontal. En négligeant les masses des fils et des ballons, donc on veut calculer la charge Q de ces ballons-là. D'accord? Alors, voilà un schéma que j'ai fait moi-même. Voilà le schéma. Donc voilà la masse avec le poids P est égal à mg. Voilà les deux ballons. C'est par une distance AB maintenant. Et cette longueur-là, c'est L. Et là, c'est L. Et l'angle ici, avec l'horizontal, c'est alpha. Alors, voilà les forces qui agissent maintenant sur les deux parties. Vous avez T, T, T', T'. Si vous prenez deux fois ça avec la projection selon l'axe, la verticale, donc là, c'est sinus, là, c'est cosinus et là, c'est sinus. Donc, deux fois T' sinus de alpha est égal à P. Donc, j'ai écrit quelque part ici. Donc, 2T sinus de alpha est égal à P. Alors, puisque sinus de pi sur 6 est égal à 1,5, alors 2 avec 2, ça va se simplifier. Donc, T' est égal à P. Donc, T', celle-là ou celle-là, est égal à P, la même valeur. Alors, maintenant, vous savez que le cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Et puis maintenant, la distance AB qui sépare les deux ballons. Donc, normalement, vous avez l'angle alpha ici. Cette distance est égale à L. Et cette distance-là est égale cosinus. Et puisque deux fois, ça sera 2 cosinus de alpha est égal à AB est égal à racine 3, parce que cosinus de alpha est égal à racine 3 sur 2. Donc, on simplifie par 2, donc ça va donner racine 3 L. Donc, la distance AB, c'est racine 3 fois L. Et puis, T', c'est T, c'est la même chose, est égal à P, c'est mg. Alors, F de AB, donc la force de BA et de AB, c'est sont symétriques, est égale à cette force-là. Ça, c'est la tension T. Donc, vous avez T cosinus, on va projeter sur l'axe horizontal. Donc, cosinus de pi sur 6, normalement, c'est racine 3 sur 2. Donc, voilà. Donc, FAB, normalement, la force électrostatique entre les deux, la distance est AB. Donc, normalement, c'est K fois Q au carré, parce que c'est la même chose. Positif. Les deux charges sont positives. Donc, la force de répulsion, c'est-à-dire, c'est KQ au carré sur AB au carré. AB, c'est racine 3 sur 2. Donc, voilà, au carré, ça sera 3L au carré. Voilà la force de répulsion. Maintenant, il faut le mettre en égalité avec T cosinus. T cosinus, c'est ça. Ça est égal à ça. Donc, T cosinus de alpha. Et cosinus de alpha, c'est racine 3 sur 2. Donc, c'est mg. T est égal à mg, est égal à P. Mg racine 3 sur 2. Donc, les deux forces sont en égalité. Donc, KQ au carré sur 3L au carré est égal à mg racine 3 sur 2. Alors, à partir de cette relation, on peut déduire que Q est égal, voilà les calculs, bon, on prend les calculs, on trouve que Q est égal à cette expression-là, c'est 3,8 10 à puissance moins 6 coulombs. D'accord? Alors, maintenant, pour troisième exercice, alors voilà, c'est un peu des charges distinctes. Vous avez un triangle ABC, donc A, c'est la position A0, B, c'est la position moins A0 sur l'axe X,
Et C sur l'axe des Y, c'est 0, 2A. On indique donc indiqué sur le schéma le sens de direction de champ électrostatique au point O. Le vecteur champ électrostatique. Alors, deuxième question, exprime le potentiel au O. Et puis, dernière question, si on pose maintenant au point O une charge négative. Ça veut dire, au lieu d'écrire 2Q négatif, on peut écrire moins 2Q. Donc, on vous demande de calculer la force électrostatique d'action sur cette charge-là. Alors, voilà le schéma. Voilà le triangle, voilà les charges, voilà les positions des points A, B, C. Regardez, puisque les charges sont les mêmes Q, Q, Q sur les trois points, alors le champ créé par ces deux points A et B donc, seront normalement en opposition, ça veut dire un vecteur nul. Donc, ce champ-là avec ce champ-là égale à 0. Et puis, qu'est-ce qui reste? Il reste le champ créé par la charge qui se trouve en C. Donc, j'écris que EA, ça veut dire en haut, et plus EB en haut est égal à 0. Pourquoi? Parce que ce sont deux vecteurs, normalement, en opposition. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la charge, ça veut dire en C. Alors, regardez, le champ créé au centre O, créé par la charge qui est en C, est égal à moins. Pourquoi le signe moins? Parce que sera dirigé de l'autre côté, dans le sens opposé de J. Parce que je vais écrire J, vecteur unitaire ici, moins KQ, sur la distance ici entre C et O, c'est 2 fois A, donc 2A au carré. Donc ce qui donne moins KQ, 4A au carré fois J. Maintenant le potentiel, donc le potentiel, il n'y a pas normalement de simplification. Alors le potentiel au centre O, c'est la somme des potentiels créés par la charge en A, en B, en C. Donc voilà, c'est KQ sur A plus KQ sur A plus KQ sur 2 fois A. Donc voilà, donc la somme de toutes ces charges, les charges sont positives. Et puis la constante égale à 0, on suppose que le potentiel à l'infini égale à 0, pour simplifier un peu problématique. Alors la somme des potentiels est égale, normalement, je factorise par KQ sur A, donc facteur de 1 plus, normalement 1 demi, est égal. Donc ça donne 5 demi KQ sur A. Donc maintenant, troisième question, on veut calculer normalement direction de la force sur la charge qui se trouve maintenant O de charge moins 2Q. Voilà, la charge grand Q est égale à moins 2Q. Donc la force c'est K fois grand Q fois petit q. La direction c'est normalement, pourquoi elle est positive? Parce que les deux charges sont en opposition, ça veut dire la charge qu'on sait, elle est positive, la charge qui est en haut, elle est négative, donc il y aura une direction d'attraction vers le haut. Donc c'est pour cela qu'elle est positive, dans la direction J. La distance est 2A au carré. Donc normalement, on fait le calcul, on simplifie par 2, voilà l'expression de la force. Donc la force exercée par la charge qui se trouve en C sur la charge qui se trouve en haut, donc est égale à KQ au carré sur 2A dans la direction J. C'est une force d'attraction. Alors pourquoi les deux charges qui se trouvent en A et B n'interviennent pas? Parce que normalement donnent un champ électrique nul. Pour l'exercice 4, voilà, je vais le lire. Donc vous avez normalement deux plaques horizontales comme un condensateur. La distance qui sépare c'est 1,5 cm. Donc différence potentielle entre les deux plaques c'est 3 kV. Alors on va injecter à l'intérieur entre les deux plaques des gouttelettes d'huile chargées négativement. Donc on va maintenir ces gouttelettes en équilibre. Alors voilà les données. Première chose, quelle devrait être normalement la polarité des plaques horizontales pour garder les gouttelettes en équilibre. Et puis on demande aussi quelle devrait être la charge d'une gouttelette et la comparer avec la charge d'un électron. Il y a des données, la densité, ça veut dire la densité, alors la masse volumique de l'huile, c'est ρ est égal à 900 kg par mètre cube. Et puis le diamètre de la gouttelette, c'est 4,1 micromètres.
Et puis, l'accélération de pesanteur, c'est g est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Alors, première chose, je vais calculer le volume de la gouttelette et puis sa masse. Alors, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r à la puissance 3. Alors, R, c'est d sur 2. Je développe le calcul. Alors, je trouve finalement, c'est pi d à la puissance 3 sur 6. Je fais le calcul. Le volume, c'est 3,6 10 à la puissance moins 18 mètres cubes. Et puis, la masse de la gouttelette, on va multiplier le volume par la densité de la masse volumique. Et puis, on trouve que la masse est égale à 0,32, ou 325, 10 à la puissance 13 kg. Alors, maintenant, la différence potentielle entre les deux plaques, c'est 3 kg. Voilà. Et puis, il y a un équilibre ici. Ça veut dire, la polarité, la plaque supérieure doit être positive. Pourquoi? Parce que la gouttelette est négative. Pour avoir l'attraction, il faut la tirer. La tirer, ça veut dire qu'il faut avoir des charges positives de l'autre au-dessus. Pour attirer, c'est-à-dire la force d'attraction sera dans le sens vers le haut. Et puis, le poids, c'est vers le bas. La somme des deux est égale à 0. Alors, la relation qui existe entre potentiel et le champ électrique est égal à E est égal à moins gradient de V. Ça veut dire, puisqu'il y a une seule variable, c'est moins d de V sur d de L. Alors, vous pouvez écrire que d de V, delta V, avec un signe moins, plus ou moins, E delta. Alors, on peut calculer E en valeur absolue, c'est 3 10 à la puissance 3 sur... Ça veut dire ça, c'est la différence potentielle sur la distance. Donc, on trouve que le champ électrique est égal à 2,2 10 à la puissance 5 volts par mètre. Alors maintenant, la force est égale à mg, est égale à q fois E. Alors, q, c'est mg sur E. On fait calcul, on trouve que, normalement, cette charge est égale à 925, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors, la charge d'un électron, c'est 1,6, 10 à la puissance moins 19. Si on fait le rapport, on trouve que cette gouttelette représente à peu près la charge de 10 fois la charge d'un électron. On passe maintenant à l'exercice 5. Alors, celui-là, c'est une distribution de charge électrique linéique. Vous avez un morceau d'arc compris entre moins pi sur 4 et plus pi sur 4. On veut chercher donc les questions, voilà, θ comprise en moins pi sur 4 et pi sur 4. On vous demande normalement, on sait que la densité de charge linéique elle est positive, lambda. On demande de calculer la charge totale de ce petit morceau d'arc. Et puis de chercher aussi le champ électrique au point O. D'accord? Alors, je commence par la première chose, ça veut dire calcul de la charge. Donc la charge totale est égale à l'intégrale de A1 jusqu'à A2, voilà, de lambda d2L. D2L, c'est ce morceau-là. Et ce morceau-là est égal normalement à R, le rayon, fois d de θ. d de L est égal à R d de θ. Donc voilà, lambda et R sont des constantes, je peux les faire sortir, voilà, sont sorties là. J'intègre d de θ entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Alors ce qui donne lambda, 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc lambda R fois pi sur 2. Voilà, la charge totale de l'arc, c'est lambda R pi sur 2. Deuxième question maintenant, vous calculez le champ électrique créé par l'arc au centre O. Donc par raison de symétrie, normalement, on va calculer seulement la composante selon l'axe des X. Pourquoi? Parce que par raison de symétrie, si vous prenez deux morceaux de deux côtés de O, donc celui-là sera dirigé comme ça, celui-là sera dirigé comme ça. Si on fait la décomposition sur l'axe des Y, donc les deux seront en opposition, ils vont simplifier. Et on peut le démontrer, c'est-à-dire on peut calculer la composante selon l'axe des Y, on va trouver que c'est nul. Mais maintenant, pour simplifier le problème, on va calculer seulement la composante selon l'axe des Y. Donc ce vecteur élémentaire ici, D de E, projeté sur l'axe des Y, ça sera cosinus de l'angle θ fois D de E. Alors, D de X, c'est la composante selon l'axe des Y, est égal à cosinus de θ D de E. Et D de E, c'est quoi? D de E, c'est l'élément du champ électrique créé par cet élément de l'arc.
ça veut dire que c'est K d de Q sur R au carré. Donc K, d de Q c'est lambda d de L, et d de L c'est R d de θ, donc c'est K lambda R d de θ sur R au carré. On simplifie, donc finalement d de E est égal à K lambda d de θ sur R. Alors finalement, l'expression du champ créé en haut selon la composante x, donc c'est l'intégrale d de x. Alors il faut ajouter cosinus. Donc K lambda R sera, on va le faire sortir de l'intégrale entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc primitif de cosinus c'est sinus. Donc si on calcule ça, donc sinus de pi sur 4 c'est racine 2 sur 2. Donc 2 fois c'est racine de 2. Donc l'expression totale c'est K lambda racine 2 sur R. Puisqu'il est dirigé dans le sens opposé de I, donc sera le champ centre O est égal, X est égal à moins K lambda racine 2 sur R, dont ça veut dire I, vecteur unitaire I. Si vous voulez démontrer que la composante selon l'axe Y est nulle, on peut faire la même chose, c'est l'intégrale d de Y, normalement c'est sinus. Alors on fait l'intégrale, la même chose que nous avons fait tout à l'heure. Alors primitif de sinus c'est moins cosinus, et on fait ça, donc celui-là, puisque cosinus est une fonction paire, donc ce qui donnera moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, c'est 0. Donc c'est pour cela que la composante sur l'axe Y, normalement, est nulle. Alors, l'avant-dernier exercice, donc maintenant on veut calculer le flux produit par une charge électrique qui se trouve à l'intérieur, ça veut dire la surface de Gauss, qui est une sphère de rayon 15 cm entourant la charge Q. Donc le flux est égal à moins 450 Nm² par coulomb. Alors on veut déterminer la charge Q qui donne ce flux-là. Alors, bon, on va utiliser le théorème de Gauss. Donc le flux de champ électrique à travers la surface de Gauss, cette surface, on va supposer que c'est la surface de Gauss. C'est l'intégrale de E d de S, produit scalaire, champ, surface élémentaire, voilà, E d de S. Puisqu'il y a la symétrie, donc sur l'ensemble de ça, ça va donner AS, ES, pardon, est égal à la somme de charge intérieure sur epsilon 0. Donc ce champ de vecteur est égal à moins, normalement ce flux de champ de vecteur est égal à moins 450 Nm² par coulomb. Donc puisque je suis en train de chercher la charge, et je connais la valeur de epsilon 0, donc Q est égal à cette expression, c'est 3,98 10 à la puissance moins 9 coulombs. Alors, si on doublait le rayon de la sphère, est-ce que le flux va changer? Non, ça ne change pas. Donc ça ne dépend pas de la dimension de la surface. Donc puisque la charge reste toujours à l'intérieur, c'est le même flux. Donc ça ne change pas. Donc le flux de champ de vecteur électrique ne dépend pas de la forme ni de la valeur de la surface. Alors, je rappelle ici le terme de Gauss, c'est normalement l'intégrale de E d de S sur la surface de Gauss est égale à la somme de charge intérieure sur epsilon 0 plus la somme de charge de surface sur la surface de Gauss sur 2 fois epsilon 0. Donc si vous avez des charges qui sont à l'extérieur, alors elles ne seront pas comptées. D'accord? Alors comme ça, on va passer au dernier exercice, voilà. Donc le dernier exercice, alors maintenant vous avez un fil chargé de densité lambda. On va utiliser un terme de Gauss pour calculer le champ électrique à une distance donnée, D1 par exemple, de ce fil-là. Alors deuxième question, on dispose maintenant d'un deuxième fil infini, de la même chose que celui-là, c'est négatif, et de densité moins lambda. Donc il est disposé par rapport au premier fil à une distance telle. Voilà, les données, ça c'est D1 et D2, donc la distance qui sépare c'est D1 plus D2. Alors, on veut calculer au point M le champ électrostatique créé par les deux fils. Alors, commençons par le premier fil. Alors, pour calculer le champ électrique à une distance donnée de ce fil-là, voilà, cette distance-là c'est D1. On utilise le terme de Gauss. Alors la surface de Gauss que j'ai choisie, c'est un cylindre. Il a trois surfaces, surface de la base supérieure, surface SB1, surface SBE, SB2 et SL.
Ça, c'est la surface totale. Alors, le flux de champ électrique à travers la surface totale de Gauss est égal le flux à travers la SB1 plus le flux à travers la surface SB2, les deux bases, et puis la surface latérale. Alors maintenant, les deux flux sur les bases 1 et 2 c'est nul. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs D2 et CE sont perpendiculaires, là et là. Alors, le flux total, c'est le flux à travers la surface latérale. Donc, le flux à travers la surface de Gauss, normalement, c'est quoi? C'est le flux à travers la surface latérale. C'est ED2S à travers la surface latérale. Et puisque la distance est la même, c'est radial par rapport à l'axe du fil, alors E, c'est une constante que je peux faire sortir. Les deux vecteurs sont collinéaires, donc j'enlève les vecteurs, et puis je peux faire sortir le champ électrique à l'extérieur de l'intégrale, ce qui donne normalement ESL. La surface latérale, normalement cette surface-là latérale, c'est quoi? C'est le périmètre du cercle multiplié par la hauteur h. Donc le périmètre, c'est 2 fois pi fois la distance D1 fois h. Donc 2 fois pi, 2 pi D1, D1 c'est le rayon, fois h c'est la hauteur, c'est ça, tout ça c'est la surface latérale, est égal à la charge intérieure. Charge intérieure c'est ça, la partie du fil qui est à l'intérieur. La partir de là jusque là. Donc c'est lambda fois h. Lambda fois h sur epsilon 0. Alors, le champ électrique est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0 D1. Et si je peux multiplier par 2 les deux, donc sur le 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est K, c'est 2K lambda sur D1. Maintenant, deuxième question, on va ajouter un deuxième fil de densité moins lambda. Alors, on demande de calculer en M le champ électrique. Puisque celui-là, c'est densité positive, le vecteur champ sera dirigé dans ce sens-là. Celui-là, négatif, sera dirigé dans le même sens. Donc, les deux vecteurs vont s'ajouter. Ils ont le même sens, la même direction. Alors, on va utiliser le résultat de première question. Donc, pour le premier fil, ça donne 2K lambda sur D1. Pour le deuxième fil, c'est 2K lambda sur D2. Donc, la somme des deux, on peut simplifier. Donc, on trouve que le champ électrique est égal à 2K lambda, lambda 1. Donc là, on rend même du mateur, lambda de D1 plus D2, ça c'est D1 plus D2 sur D1 plus D. Donc lambda est la même pour les deux. Donc ça, c'est pas lambda, c'est D1. Donc 2K lambda, D1 plus D2 sur D1 plus D2. Sur D1 fois D2. Je reprends. Le champ électrique créé en M, c'est 2K lambda, D1 plus D2 sur D1 fois D2. Merci pour votre attention. Donc,